Donc, parvenu au terme de la route de Bérénice, je souhaiterais maintenant résumer les acquis des travaux présentés cette année. Nous avons examiné thématiquement l'archéologie des forts, leur architecture, l'approvisionnement en vin, l'apport de l'archéobotanique, les données glanées dans les ostracas concernant les transports dans le désert et le commerce et ses acteurs. Il est temps maintenant de replacer ces données dans une trame chronologique, de souligner les points d'accord entre les chercheurs et de cerner les questions qui méritent un approfondissement. Partons de l'époque d'Auguste. Les périodes antérieures de l'ancien empire aux Ptolémées ont un grand intérêt, mais les recherches archéologiques de notre équipe dans le désert n'ont jusqu'à présent rien apporté à leur compréhension. Je les aborderai à partir de l'année prochaine lorsque j'examinerai la documentation sur ces périodes et que nous aurons acquis des données nouvelles, notamment sur les mines d'or, lors des fouilles que nous allons réaliser dès le mois de janvier prochain dans le secteur de Samout, mine d'or de l'époque ptolémaïque. Durant toute la période que nous allons passer en revue, se poseront deux questions. Celle des conditions de navigation dans la mer Rouge et celle de la liaison de la mer Rouge et du Nil à son extrémité nord, c'est-à-dire au niveau de Suez. La question de la navigation en mer Rouge, dans ce colpos de la mer Érythrée qui, comme Hélène Cullini l'a souligné, correspond principalement à l'océan Indien et à ses deux appendices que sont le golfe Persique et la mer Rouge, est une contrainte dont il faut tenir le plus grand compte. Les hauts-fonds, les courants et les pirates en font une zone de navigation périlleuse et le périple de la mer Érythrée, au paragraphe 20, préconise de naviguer au milieu de la mer pour éviter ces périls le plus possible. Il fallait donc de la prudence, des précautions comme celle d'embarquer des archers et des expéditions punitives contre les pirates. La flotte romaine patrouillait le long des côtes avec des navires, ces Thessariae, dont le porte témoignage le papyrus de Myosormos, qui a déjà été évoqué la semaine dernière. Et nous savons que sous Hadrien, Servius Sulpicius Serenus châtia les agriophages, qui habitaient donc la partie nord de la mer Rouge, et commémora sa victoire sur une stèle en pierre extraite des carrières du Wadi Hammamat. C'est à cela aussi que devait servir la garnison établie sous Antonin dans les îles Pharasan, c'est-à-dire à l'extrémité de la mer Rouge, dans ce secteur-là, et que donc également que l'armée donc contrôlait les ports. On faisait donc la police assez sérieusement, et même lorsque les Romains cesseront d'exercer la police dans la mer, le roi d'Axum se substituera à eux et, vers le milieu du IIIe siècle, fera à nouveau une expédition punitive contre les pirates. Mais malgré toutes ces améliorations, il restait une difficulté permanente, celle du régime des vents du Nord. Ce régime, presque constant dans la partie septentrionale de la mer Rouge, rendait très difficile la remontée des bateaux au nord de la zone comprise entre Bérénice et Myosormos. En effet, jusqu'à Bérénice, les effets de la mousson du nord-est se font sentir en hiver et qui permet donc d'aborder jusqu'à cet endroit-là, mais elle s'essouffle au-delà. Et vous voyez donc sur cette carte que j'emprunte à l'ouvrage de Federico de Romanis, les vents dominants sont principalement du nord pendant presque toute l'année, sauf en hiver où la mousson du nord-est pénètre dans la partie sud.
Cette particularité physique avait pour conséquence de rendre peu utile le canal entre le Nil et la mer Rouge et obliger au débarquement des marchandises orientales dans les ports du Sud, c'est-à-dire à Myos-Hormos et à Bérénice. Le canal dont je vais parler maintenant était situé ici, entre le Nil et principalement la zone de Memphis-Babylone et Clysma. Dans un article approfondi, Jean-Jacques Aubert a présenté un bilan des connaissances. Cet article, qui s'appelle « Aux origines du canal de Suez, le canal du Nil à la mer Rouge revisité », est paru dans un ouvrage publié sous la direction de Monique Clavel-Lévesque et Ella Hermon, qui s'appelle « Espace intégré et ressources naturelles dans l'Empire romain », paru en 2004. Je résume donc l'article de Aubert en expliquant en quoi je le suis et parfois me sépare de lui. Des projets de réalisation d'un canal reliant le Nil à la mer Rouge remontent probablement au Moyen Empire. Aristote, dans les Météorologiques, livre 1, 14, fait remonter l'entreprise à un Sésostris. Il semble qu'on ait tenté à plusieurs reprises de relier le Wadi Toumilat, à l'ouest de Memphis, à la mer en creusant des canaux. Alors, vous voyez ici le Nil, le Wadi Toumilat qui est ici, et les lacs amers et la zone de Suez-Clysma et le fond du golfe ici. Le Wadi Toumilat était atteint par la crue du Nil. Et l'entreprise, donc, était destinée à relier ce wadi que le Nil atteignait avec les lacs. Ces lacs amers qui sont d'ailleurs les vestiges d'un golfe beaucoup plus profond qui existait à l'époque préhistorique et qui ensuite s'est progressivement retiré vers le sud. Mais Aristote prétend que tous les pharaons finirent par renoncer à l'entreprise par crainte que l'eau de mer n'inonde le delta. La source suivante est Hérodote au livre 2, paragraphe 158. Il dit que ce serait le pharaon Nékos II, Néchao II, qui a régné entre 610 et 594 avant Jésus-Christ, qui, le premier, aurait tenté de faire creuser un canal artificiel. Mais le travail n'aurait pas été terminé à cause d'un oracle. Ensuite, Darius Ier, après avoir conquis l'Égypte, ordonna d'achever le travail, probablement en 518 avant Jésus-Christ. En dehors du texte d'Hérodote, nous en avons la preuve grâce à 4 stèles bilingues en hiéroglyphique et en cunéiforme qui commémorent le percement de la partie restante du canal dans la partie est, entre le Wadi Toumilat et la mer. Et ce sont ces stèles qu'on voit là, il y en a 4, une ici, une autre près de Clysma, une autre près du lac Amer, au seuil dit du Sérapéum et dans le Wadi Toumilat. Les stèles indiquent le but du grand roi. Il voulait qu'une flotte de 32 navires chargés de tribus rejoigne la Perse. Il s'agissait pour lui de montrer sa domination universelle sur les terres et sur les mers et de frapper les esprits en soumettant la nature à ses ordres, permettant ainsi de relier par mer les extrémités de son immense empire. Si l'on suit Jean-Jacques Aubert, entretenir un tel canal fut pour le pouvoir dominant l'Égypte un combat permanent pendant plus d'un millénaire, car il fallait lutter incessamment contre l'envasement dû à l'inondation du Nil d'un côté et le colmatage des canaux par le sable apporté par le vent violent qui avait tendance à déposer donc des pots de sable dans les creux et donc dans les canaux. Cela explique que Ptolémée II ait dû faire recreuser le canal vers 270 avant Jésus-Christ. La preuve en est donnée par une autre stèle hiéroglyphique découverte dans le Wadi Toumilat, à Tel el Maksuta, que l'on appelle la stèle de Pithom,
car le site est identifié à cette ville biblique. Le texte assure que le roi fit naviguer des bateaux à travers les sables sur le grand canal oriental. Et vous voyez ici en rouge l'emplacement de la stèle de Pithom qui est située pas très loin d'une des stèles de Darius. Donc, toujours à peu près le même parcours. Diodore de Sicile, qui avait probablement visité l'Égypte vers 60 avant Jésus-Christ, indique que Ptolémée II avait achevé le travail et qu'il avait fait installer des écluses, diaphragmata, ce que nous confirme Strabon au livre 17, 1, paragraphe 25-26, qui assure que le canal avait alors une largeur de 100 coudées, soit une cinquantaine de mètres, et que sa profondeur était suffisante pour que de gros bateaux puissent naviguer. Il parle de Muriophoros Naos. Vers 70 après Jésus-Christ, c'est le texte de Pline qui est essentiel. Il connaît le canal et son histoire, mais dit qu'il n'a jamais été terminé, alors que nous savons le contraire. Cela doit signifier qu'à son époque, c'est-à-dire dans les années 50-70, il devait être ensablé et impraticable. D'ailleurs, Pline dit que le trajet depuis la mer se fait par voie de terre et il ne décrit que des itinéraires terrestres pour passer de la mer Rouge à la Méditerranée, soit par Péluse, soit par le désert oriental. Cela explique donc que Trajan ait décidé de le faire recreuser. Claude de Ptolémée, au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, appelle d'ailleurs le canal Traianos Potamos. Et je vous renvoie à la géographie de Ptolémée, livre 4, 5, 54. Aucune source ne décrit les travaux eux-mêmes ni ne mentionne les motivations. Mais elles ont toute chance d'être du même ordre que celles de Darius ou de Ptolémée II. Ces souverains, au fait de leur puissance, ayant dominé le monde des hommes, veulent affirmer leur pouvoir extraordinaire en se mesurant aux forces de la nature. Leur prestige en sortira grandi. Néron, par exemple, avait voulu percer l'isthme de Corinthe et avait voulu relier Pouzole à Rome par un canal. Il ne s'agit pas de nier ici l'intérêt économique de tels projets, mais de montrer que dans la dialectique de prise de décision d'engager des investissements extrêmement coûteux en argent et en hommes, la soif de gloire universelle a dû l'emporter sur toute autre considération. Trajan fit donc rouvrir le canal de la même façon qu'il faisait extraire des colonnes d'une dimension extraordinaire dans un lieu aussi reculé et hostile que le mont Claudianus en plein désert oriental, afin d'orner la bibliothèque qu'il faisait construire sur son forum à Rome. Je vous rappelle que le mont Claudianus est ici, donc en plein au milieu du désert, et qu'il fallait charrier, nous y reviendrons, ces énormes blocs jusqu'à la vallée. Il n'y a pas de raison de penser donc que le canal n'ait pas été fonctionnel à partir du IIe siècle. Et de cela, nous en avons plusieurs preuves. D'une part, Lucien de Samosate met en scène dans sa pièce intitulée Alexandre ou le faux prophète, il met en scène donc un jeune homme qui a navigué sur le Nil jusqu'à Clysma et qui s'y est embarqué sur un navire allant en Inde. Alors, bien sûr, c'est une pièce de fiction, mais elle doit avoir une certaine vraisemblance. Et donc, c'est au paragraphe 44 de la pièce. D'autre part, au fil des temps, on a trouvé plusieurs papyrus en Égypte, dont l'interprétation est parfois controversée, mais qui font mention de travaux d'entretien du canal au cours des IIe, IIIe, IVe et Ve siècles après Jésus-Christ. Le canal sera ensuite recreusé ou nettoyé sur l'ordre de Amr ben el-Has, qui est le conquérant de l'Égypte en 642, et il est certain qu'il a fonctionné jusqu'en 767, date à laquelle le calife Abu Ja'far el-Mansour le fit complet. Ce qui nous importe dans cette longue histoire,
c'est de savoir si ce canal, creusé et entretenu pour des raisons principalement de prestige, par des souverains qui voulaient affirmer leur pouvoir sur la nature et par conséquent sur les hommes, a eu une utilité commerciale. Il est clair qu'on l'utilisait pour s'embarquer vers l'Inde, en naviguant sur des barques fluviales jusqu'à Klinsmann, puis en montant sur de gros bateaux marins pour faire la traversée de l'océan Indien. Cette procédure est logique, vu le régime des vents dominants du nord, et il est clair aussi qu'on a dû avitailler les bateaux à Klinsmann de cette façon. Mais est-ce qu'on l'employait aussi au retour d'Inde, et de quelle manière et à quelle époque? C'est une question qu'il faut avoir à l'esprit. L'existence du canal n'empêche que, durant le Haut Empire, totalement pour le 1er siècle et probablement en grande partie pour les 2 siècles suivants, c'est l'itinéraire terrestre qui fut privilégié, malgré ses inconvénients, ses dangers et ses coûts. Donc l'itinéraire terrestre par les 2 routes que nous avons étudiées jusqu'à présent. Cette organisation qui voyait arriver les bateaux à Bérénice et à Myos-Hormos et traverser le désert par les 2 pistes convergeant vers Coptos assura à cette ville la pérennité de sa fonction de porte du désert qu'elle avait depuis les temps pharaoniques. Comme nous l'avons vu grâce aux commentaires d'Adam Bülow-Jacobsen et d'Hélène Cuvigny sur le tarif de Coptos d'une part et sur le papyrus de Musiris d'autre part, c'est à Coptos que se trouvait l'administration des taxes prises à ferme par l'arabarque. Ces taxes se présentaient sous 2 formes. L'impôt le plus important était le prélèvement du quart des marchandises venant d'Inde et d'Arabie. Federico Morelli, dans un récent article qui s'appelle Dal Mar Rosso d'Alexandria, Il verso e anche il recto del papiro di Musiris, paru dans Ticket, qui est une revue autrichienne en 2011, Federico Morelli donc a montré que le calcul de la part du fisc se faisait dans les locaux de la douane de Coptos et que les marchands étaient chargés de convoyer leur part et celle du fisc jusqu'au magasin d'Alexandrie où l'arabarchie prenait effectivement sa part et la vendait. D'autre part, c'est à Coptos qu'on faisait payer l'entrée dans le désert de Bérénice aux petites gens qui payaient l'apostolion et le pitakion, taxes relativement modestes, sauf, nous l'avons vu, pour les prostituées. Le droit fiscal nous met donc d'emblée devant 2 économies que nous allons rencontrer à plusieurs reprises et qui sont taxées différemment. Il y a d'une part le grand commerce qui paye un impôt en nature considérable et dont le pouvoir se préoccupe avec diligence puisqu'il établit non seulement un contrôle et une protection des marchandises à l'arrivée, qui doit se faire dans les ports désignés, nous dit le Périple de la mer Érythrée, ports désignés de Myos-Hormos et de Bérénice, puis ensuite un contrôle à Coptos et à Alexandrie, mais encore le pouvoir équipe les routes pour rendre plus sûr le trafic et le garder sous contrôle. Et même, comme Adam Bülow-Jacobsen nous l'a expliqué, il réquisitionne des chameaux pour, dit-on, le service impérial des caravanes venant de Bérénice. Cette sollicitude n'est pas seulement, ou peut-être pas du tout, une mesure destinée à faciliter le commerce en soi, mais plutôt une mesure destinée à garantir les rentrées fiscales. Dans la mesure où l'État prélevait un quart des marchandises à leur arrivée à Alexandrie, on comprend que le pouvoir était prêt et avait intérêt à ce que les marchandises arrivassent rapidement et sans perte. Donc, à côté de cette grande économie, il y a la petite économie, l'économie de la vie du désert, de l'approvisionnement des ports et des praesidia, économie qui est taxée en espèces, mais sur une bien moindre échelle. Ces trafics, ce sont ceux dont on voit s'occuper l'entreprise de chamelier de Nicanor,
qui livre à Myosormos, à Apollonos Hydroma et à Bérénice des quantités relativement limitées de blé et de vin qui ne sont pas destinés à l'exportation, mais qui sont destinés à l'approvisionnement des gens qui habitent sur place. Après la disparition de Nicanor et de ses fils, Philoclès et son entourage joueront un rôle similaire à l'époque de Trajan principalement, à partir de l'oasis de Phoinikon, mais sur un rayon bien moindre et avec une spécialisation, semble-t-il, dans la fourniture des prostituées. Ces préliminaires étant posés, voyons maintenant comment évolue la situation à partir du moment où Strabon est le témoin de l'essor du commerce vers l'Inde qui se développera très fortement par la suite. Alors ici, je vous ai mis donc une illustration du papyrus de Muziris qui illustre ce grand commerce et un ostracone de la firme du chamelier Nicanor qui, au contraire, lui, témoigne de la petite économie. À l'époque d'Auguste, et durant la première moitié du Ier siècle, le témoignage de Strabon privilégie le rôle de Myosormos. Strabon dit textuellement « Aujourd'hui, c'est Coptos et Myosormos qui sont renommés et l'on fréquente ces places. » Myosormos est en effet le port le plus proche de la vallée, le plus facile d'accès. C'est là qu'on transporte le bois pour construire les bateaux, et Adam Belo-Jacobsen a souligné ce rôle essentiel que gardera le port jusqu'à son abandon. Un rôle de port de départ et de chantier naval encore plus favorable aurait pu être joué par un des ports du fond du golfe de Suez. Mais, comme nous venons de le voir, le canal, à cette époque-là, devait être déjà ensablé, probablement à la suite de l'incurie des derniers Ptolémées. On se souvient, en effet, que l'une des premières mesures prises par Octave après la conquête de l'Égypte fut de faire recreuser les canaux d'irrigation envasés. Donc, il y avait, disons, dans la deuxième moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ, un abandon de l'entretien, et il est vraisemblable que cet abandon avait dû encore plus atteindre le canal de la mer Rouge, qui n'avait pas une fonction d'irrigation tout à fait essentielle pour la vie courante. Comme l'a montré Roberta Tomber, les fouilles de l'université de Southampton à Myosormos, dirigées par David Peacock et Lucy Blue, ont mis au jour d'épais niveaux d'occupation de la période augustéenne et du premier quart du Ier siècle après Jésus-Christ. Ces niveaux sont caractérisés par de la céramique sigillée italique et par des amphores dresselles de 4, surtout de Campanie. Mais on y trouve déjà des importations de céramique indienne et, comme Charlène Bouchot l'a rappelé, de très nombreux témoins végétaux des importations d'Inde, tels que le riz, le poivre, les haricots, des citrons, des noix de coco et des concombres. C'est l'époque où le port de Myosormos fonctionne comme chantier naval, on l'a vu, et où l'on édifie une sorte de quai ou de mole qui remploie des amphores à vin, évidemment des amphores dont le vin avait été bu sur place. Et ça, c'est une photo donc, que je vous remontre et qui est extrait de la présentation de Roberta Tomber. Strabon, toutefois, ne dit pas que Myosormos est l'unique port en service. Il insiste au contraire sur le rôle historique de Bérénice, dont la baie est pourvue de bons débarcadères, et il souligne sa position idéale étant donné les difficultés de navigation dans la mer Rouge. Les marchandises d'Inde et d'Arabie, ainsi que ceux des produits éthiopiens qui arrivent par le golfe arabique, sont acheminés sur Coptos, qui est une place de commerce pour cette sorte denrée, écrit-il. Loin s'en faut donc que Bérénice ait été éclipsée par Myosormos. Les débarquements devaient s'y faire selon les conditions de navigation, plus ou moins favorables, et beaucoup de navires qui ne pouvaient pas remonter jusqu'à Myosormos débarquaient leurs marchandises à Bérénice et peut-être aussi à Nikésia, un peu plus au nord. En ce sens, le témoignage des graffitis
de Lysas, de Lodanès et de Caius Numidius Eros, ces agents commerciaux qui, sous le règne d'Auguste, ont gravé leur nom sur les rochers du Wadi Yéméni, est extrêmement précieux, car ce témoignage signe la contemporanéité de l'usage des deux routes, probablement déjà avec une égale intensité. À ce titre, le comptage des amphores de la tranchée numéro 5 de Bérénice est précieux. Je vous l'ai présenté la semaine dernière. Il est précieux parce qu'il montre que pour l'époque d'Auguste, on a le même faciès qu'à Myosormos. Or, à cette époque, les deux routes disposaient déjà d'un équipement minimal. Nous avons vu qu'il faut déconnecter l'inscription des portes du désert numéro 56 de ces graffitis du Wadi Méni. Il n'était pas nécessaire de disposer de citernes pour les caravanes de chameaux parcourant la route, et de toute façon, des points d'eau existaient déjà pour les voyageurs. D'un côté, à Phonikon, et sur la route disons, qui va à Myosormos, on en avait donc à Phonikon, à Persou, probablement à Birseyala, si, comme je le pense, il s'agit bien de Simiou, et à Myosormos. Et sur l'autre route, on en avait à Compassie, vieille mine ptolémaïque dont le puits était encore actif, à Apollonos Hydroma, nous venons de le voir, à Vétus Hydroma, dont je viens de parler il y a quelques minutes, et à Bérénice. Donc, je crois que de la même façon qu'à Myosormos, le port de Bérénice a une égale importance dès l'époque d'Auguste. C'est ce que nous montrent les quelques données dont on dispose à l'heure actuelle, et c'est aussi ce que montrent les reconstitutions auxquelles parvient aujourd'hui Steve Sidebottom des premiers niveaux, des niveaux augustéens de la ville de Bérénice. Et ici, il propose donc une reconstitution un peu artistique du port à cette époque-là, avec les bâtiments qu'il a pu dégager. Au cours des 3 premiers quarts du 1er siècle après Jésus-Christ, l'équipement des deux routes se densifie. Outre les haltes et les puits déjà en place sous les Ptolémées, le pouvoir en ajoute d'autres. L'inscription des portes du désert 56 assure qu'un effort important de l'armée a été fait pour creuser des citernes là où existaient déjà des puits. Et la livraison de blé à Apollonos Hydroma, attestée par l'ostracone de Nicanor que j'ai cité tout à l'heure, montre que l'armée contrôle cette route. On voit aussi que l'armée occupe un poste de contrôle sur la route de Myosormos dans le Wadi Hammamat, surtout à partir de Tibère et lié à l'exploitation des carrières, mais elle doit avoir les deux rôles, contrôler la route et les carrières, et peut-être dès cette époque, comme je le pense, sur le site de Zarqa, dans les montagnes entre Persou et Simiou, comme je vous l'ai présenté il y a déjà quelques semaines. Une étape majeure sera accomplie sous Vespasien en 76-77. À la suite d'une visite à Bérénice, le préfet d'Égypte, Lucius Iulius Ursus, dut se rendre compte que la route de Bérénice, probablement de plus en plus fréquentée, n'était pas assez bien équipée en puits ni assez bien sécurisée. Il donna donc des instructions à Marcus Trebonius Valens, préfet du désert de Bérénice, pour qu'on cherchât de l'eau et qu'on creusât des puits et que l'on édifiât des forts autour de ces puits et de ces citernes. Pourquoi un tel effort ? Alors ici, je vous remets la dédicace du fort d'Aphroditès Horus, aujourd'hui en grande partie effacé mais restituable grâce à un relevé de Wilkinson en 1826 qui fait partie de cette série. Pourquoi donc un tel effort ? Le préfet d'Égypte devait faire face à 2 problèmes. D'une part, le danger croissant des attaques de pillards contre les caravanes et d'autre part, l'intensification du trafic. Comme Hélène Cuvigny l'a dit et publié dans le volume sur les ostracas de Crocodilo. Des évocations de ces attaques des populations du désert apparaissent dans la documentation livrée par les ostracas à partir de l'année 108. Mais le problème devait déjà exister auparavant. Il fallait donc
améliorer la sécurité des transports et des rentrées fiscales en luttant contre les barbares qui étaient devenus agressifs du fait de l'intrusion des Romains sur leur territoire, intrusion qui se traduisait par une forme de marginalisation. L'armée contrôlait des puits auxquels on ne leur donnait pas accès, ou en tout cas donnait accès à leur guise de l'armée. L'administration avait mis la main sur les mines, notamment les mines d'émeraude, dont Strabon dit qu'elles étaient à son époque, c'est-à-dire probablement lorsqu'il visite l'Égypte dans les années 25 avant Jésus-Christ, elles étaient à cette époque exploitées par les Arabes, donc par les populations du désert. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que les populations locales se sentent frustrées, d'autant plus qu'elles voyaient passer d'immenses caravanes de chameaux qui portaient des marchandises précieuses sur les routes et que ces populations considéraient comme faisant partie de leur territoire. On comprend donc leur agressivité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le trafic sur la route de Bérénice. Celui-ci pourrait avoir augmenté. Federico de Romanis, constatant que Pline ne parle pas du port de Myosormos, a avancé l'idée que le port de Bérénice avait, à l'époque de Pline, c'est-à-dire donc dans le troisième quart du 1er siècle après Jésus-Christ, avait supplanté le port de Myosormos. Selon lui, parce qu'une augmentation du tonnage des bateaux de commerce qui charriaient du poivre depuis la côte de Malabar, c'est-à-dire en Inde méridionale, les contraignait à s'arrêter à Bérénice. Les gros navires auraient eu en effet plus de mal à remonter au vent et à éviter les écueils et les hauts fonds. Et donc il aurait été plus pratique de les décharger à Bérénice malgré son éloignement de Coptos. Et je vous renvoie à ce propos à l'ouvrage très riche de Federico de Romanis qui s'appelle Cassia, Cinnamon Ossidiana, Uomini e Merci, tra Oceano Indiano e Mediterraneo, paru à Rome en 1996, et particulièrement aux pages 183 et suivantes. Il est aussi possible que l'envasement progressif du port de Myosormos, bien mis en lumière par les fouilles américaines et anglaises, dans le lagon formé par l'embouchure du Wadi Qusir al-Qadim et du Wadi el-Hans, ait déjà compromis son utilisation. Je me suis, à l'époque où nous avons publié la route de Myosormos, je me suis rallié à cette opinion. Mais désormais, j'en doute. En effet, bien que je n'en ai pas la preuve, je pense que les forts de Crocodilo et de Maximianon sur la route de Myosormos ont été construits eux aussi sous les Flaviens et peut-être lors de la même campagne de travaux. Et je vous remontre ici la restitution de Jean-Claude Golvin du fort de Maximianon, qui est l'archétype des forts de cette série. Le préfet a donc eu la volonté, selon moi, de sécuriser les deux routes qui continuaient d'être utilisées en parallèle. Celle de Bérénice était peut-être surtout utilisée pour le poivre, si vraiment les gros bateaux d'Inde qui y arrivaient y étaient systématiquement déchargés, mais rien n'empêche que certains bateaux aient continué jusqu'à Myosormos dans le cas de bonnes conditions de navigation. Le recto du papyrus de Muziris, postérieur d'un demi-siècle environ à la construction de ces forts, ne dit pas dans quel port a été signé le contrat de prêt pour le transport par chameau, et donc nous n'avons aucune certitude s'il s'agit de Bérénice plutôt que de Myosormos. Mon opinion actuelle est que, à partir de Vespasien et durant tout le IIe siècle, les deux routes fonctionnent en parallèle selon les circonstances, celle de Myosormos plutôt pour le départ vers l'Inde et celle de Bérénice plutôt pour le retour, mais elles sont interchangeables selon les circonstances, notamment selon la date de départ et d'arrivée, car le régime des vents se modifie légèrement au cours du temps et au cours des saisons de l'année. La situation est donc moins tranchée qu'on ne le pense, et le contrôle de la route de Myosormos, ajouté au fonctionnement du port jusque vers le milieu du IIIe siècle, comme nous l'a montré Roberta Tomber, va plutôt dans ce sens.
En tout état de cause, dans le courant du IIe siècle, on voit fonctionner les deux routes à un même rythme. Les forts qui les jalonnent reçoivent les mêmes approvisionnements. Intéressons-nous un instant à ceci. La semaine dernière, présentant les fastidieux comptages des milliers d'amphores auxquels je suis parvenu, j'ai établi que, mis à part le cas étrange de Xéron Pélagos, la part de l'approvisionnement en vin local transporté dans des amphores égyptiennes 3 était toujours supérieure à 98%. La situation est identique, mais cela est plus normal pour la vaisselle céramique qui est dans sa presque totalité locale, c'est-à-dire de la région de Coptos, ou régionale, c'est-à-dire de la région d'Assouan. Très peu d'amphores à vin importés de la Méditerranée étaient commandés par les militaires des forts. Je me suis posé la question de savoir si ces importations reflétaient ou non, en tout cas dans un mode très atténué, les vins disponibles pour l'exportation vers l'Inde. Mais le commerce du vin pour l'exportation échappe peut-être à notre perception pour les mêmes raisons fiscales que nous échappe le commerce d'importation. Nous ne savons pas si les marchandises exportées étaient frappées de l'impôt du quart, c'est-à-dire de la tétarté. La logique fiscale voudrait que cela soit le cas. En effet, l'Empire n'avait pas les mêmes conceptions de la balance des paiements que nos États modernes et n'entendait pas favoriser les exportations, notamment de numéraires. Les cercles dirigeants s'inquiétaient des achats faits en Inde et de la sortie des monnaies d'or et d'argent auxquelles ces achats donnaient lieu. Selon Strabon, Auguste s'en préoccupait déjà. Et Pline, qui est un bon représentant des classes supérieures, représente aussi cette tendance lorsqu'il parle des 50 à 100 millions de sesterces qui étaient dépensés chaque année pour, dit-il, les femmes et le luxe. Et je vous renvoie au livre 12, paragraphe 84 de l'Histoire naturelle. Cette question a fait beaucoup couler d'encre et je vous renvoie par exemple aux articles de Paul Venn en 1979 dans les Annales Économie, Société, Civilisation qui s'appelle Rome devant la prétendue fuite de l'or, mercantilisme ou politique disciplinaire, et plus récemment un article d'André Tchernien, Moussons et monnaies, les voies du commerce entre le monde gréco-romain et l'Inde, paru encore dans les Annales en 1995. Il y avait donc un intérêt fiscal, un intérêt économique, pensait-on, et certainement un intérêt moral à taxer fortement ce commerce de luxe. Un prélèvement du quart dans les deux sens aurait rempli cet objectif. Si c'est le cas, la tétarté était-elle payée à Alexandrie ou bien à Coptos? La deuxième solution aurait l'avantage d'expliquer la grande abondance à Coptos même de vins de provenance diverses, notamment du vin d'Italie. Alors revenons à l'approvisionnement des forts. À Coptos, les vivandiers qui approvisionnaient les forts, les Nicanor ou les Philoclès des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, trouvaient surtout du vin local et un choix de vins de provenance diverses, dont du vin italien qui livre à Myos-Hormos, à Bérénice et dans les forts, mais aussi d'autres provenances. À voir les amphores qui arrivent en Inde, on y exportait, outre le vin italien, un peu de vin de Rhodes, de vin de Kos, de vin de la région d'Alexandrie, du vin de Cilicie et puis ensuite du vin de Gaule. Certains conteneurs, tels que les lagènes de vin de la vallée du Volturne ou celles de la vallée du Méandre, ont pu échapper à l'attention des chercheurs. Donc ici, je vous remets une photo des amphores de récepte de 4 d'Italie, surtout de la région de la Campanie, qui sont très largement exportées en Inde, et par exemple ces fameuses lagènes de la région d'Éphèse, qui ont pu échapper à l'attention, car leur pâte est exactement identique, puisqu'elles proviennent des mêmes ateliers en fait, à un type d'amphore qui semble assez répandu en Inde
qui est le type Late Roman Amphora III, qui est le successeur direct de cette production. Donc, il est possible que ces amphorettes-là aient en partie échappé à l'attention des chercheurs. Il faudra y prêter certainement plus d'attention. Toutefois, certains autres types d'amphores, comme les amphores de Crète, les amphores de Chypre, de type Agora G199, ou les amphores Capitane II, qui sont bien représentés sur les forts, ne semblent pas avoir été exportés en Inde. Par ailleurs, il n'y a en Inde pratiquement pas de vin qui vient de la vallée du Nil, et singulièrement pas, ou très très peu, de vin de Coptos. Au dire d'Athénée, ce vin était léger, ce qui veut probablement dire qu'il n'était pas assez alcoolisé pour supporter un long transport jusqu'en Inde et qu'il n'était donc pas vendable ni apprécié par les populations locales. Au total, je crois que c'est à cause du grand commerce oriental que Coptos, l'emporion de ce commerce, était bien approvisionné en vin de toute la Méditerranée. Mais l'image que nous renvoient les comptages d'amphores trouvés dans les forts ne correspond pas à celle qu'on entrevoit des tableaux de présence, malheureusement non quantifiés, des sites d'Inde et d'Arabie. On en conclura donc que les deux marchés étaient séparés et soumis à des taxations différentes. En effet, lorsque les amphores arrivaient à Bérénice, au milieu du 1er siècle, à peu près entre Tibère et Vespasien, selon les dates portées sur les ostracas, ces amphores passaient la douane et cette opération donnait lieu à des reçus sur ostracas qui ont été publiés par Roger Bagnal dans un article, dans un opuscule exactement, qui s'appelle Document from Berenike, Greek Ostraka from the 1986-1998 seasons, publié à Bruxelles en 2000. On y remarque que les quantités de vin qui passent la douane sous ce régime-là sont très faibles. Le maximum que les Bordeaux reportent est 48 amphores. Ces opérations concerneraient donc non pas les cargaisons destinées à l'exportation, mais de petits trafics pour l'approvisionnement de la ville. On y trouve d'ailleurs une grande variété, des amphores de vin italien surtout, mais aussi du vin de Colophon, de Rhodes, d'Éphèse, qui doit correspondre donc à ces amphores de ce type-là, et du vin de Ptolémaïs, qui est probablement la ville de la Moyenne Égypte, et donc du vin en quelque sorte régional. À la fois les amphores, les reçus de la douane de Bérénice et les ostracas de Nicanor concerneraient donc l'économie régionale du désert et non le grand commerce érythréen. Toutefois, la variété des vins présents dans ces lieux s'explique, ou je crois, ne s'explique que comme un reflet du grand commerce. Durant tout le IIe siècle, le trafic semble donc passer par les deux routes. Mais la question demeure. Si le canal reliant le Nil à la mer Rouge a bien été rendu à la navigation sous Trajan et que des voyageurs l'empruntent, une partie du trafic n'a-t-elle pas été captée par ce dernier? En l'état actuel des recherches, on n'en sait rien. La ville de Clysma est réputée ne se développer qu'au IVe siècle, et les autres ports du fond du golfe de Suez sont très mal connus. Même Clysma, malgré les fouilles publiées par Bernard Bruyère en 1966, demande un supplément d'enquête. Retenons que la question est ouverte et je me réserve d'y revenir l'année prochaine. Vers la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, les forts de la route de Myos-Hormos sont désaffectés. Et je vous rappelle ici une vue du fort de Daoui qui, visiblement, est totalement abandonné à cette époque-là. J'ai longtemps pensé que cette désaffectation des forts de la route de Myos-Hormos était liée à l'abandon du port lui-même, causé par son envasement total. Il y avait une logique. Or, dans la publication de Myos-Hormos,
Et récemment, dans le séminaire qu'elle a donné ici même, Roberta Tomber affirme que le port est resté actif jusque vers le milieu du IIIe siècle, car elle y trouve non seulement des diplats égyptiens, donc ces grandes amphores que nous avons vues apparaître à la fin du IIe et au IIIe siècle dans nos forts, mais aussi des amphores Dressel 30 de Maurétanie césarienne qui sont assez caractéristiques du milieu du IIIe siècle. L'explication de cette discordance chronologique de près d'un demi-siècle n'est pas évidente. Si l'armée retire son contrôle de la route, cela signifie que les caravanes n'y passent plus régulièrement, puisque, nous l'avons vu, la motivation du contrôle et de la sécurisation réside dans l'intérêt du fisc que les marchandises arrivent à bon port. Comme le régime des vents n'a pas changé, il faut probablement imaginer que l'envasement était déjà tel dans la première moitié du IIIe siècle que les bateaux n'y venaient plus décharger les marchandises orientales. Sornos était peut-être alors devenu seulement un mouillage réduit pour de petits navires venant de Suez ou remontant vers le nord. C'est une question nouvelle qui vient de surgir et qu'il faudra examiner l'année prochaine, je l'espère, en invitant David Peacock et Lucy Blue à nous parler de cette question. Et vous voyez ici donc l'ensablement total du port de Qusr al-Khadim, dont il s'agit véritablement de bien préciser la date. Je ne comprends pas si le port était encore actif véritablement en tant que port de réception des marchandises d'Inde dans la première moitié du IIIe siècle. Je ne comprends pas pourquoi on aurait abandonné le contrôle de la route. La situation dans la première moitié du IIIe siècle est désormais la suivante. Seule la route de Bérénice est encore contrôlée par l'armée. Vu les nombreux travaux de construction, dont vous voyez ici un exemple dans le courant du deuxième quart du IIIe siècle à Axéron-Pélagos, donc vu les nombreux travaux de construction, vu la masse du mobilier archéologique de cette période, dans les forts de Didymoï, de Dios et d'Exéron, on peut assurer que l'occupation resta intense et qu'elle doit refléter l'intensité du trafic qui ne cesse que vers 270 après Jésus-Christ, en tout cas dans la décennie 260. Les derniers ostracas datés trouvés à Xéron portent en effet la date d'un an 11, qui ne peut être que l'an 11 de Sévère Alexandre, 232, ou de Galien, 264, les deux seuls empereurs qui ont régné assez longtemps pour atteindre une 11e année de règne. On peut exclure, selon moi, la première date, car le matériel archéologique associé à ces ostracas est postérieur à Sévère Alexandre, notamment par la présence d'amphores africaines et surtout d'amphores Dressel 30. Ces 96 ostracas, datés de 264, ont été présentés par Hélène Cuvini au colloque d'Ottawa en 2012, et je vous renvoie à son article à paraître qui s'appelle Papyrological Evidence on Barbarians in Egyptian Eastern Desert. Ce sont, à son analyse, des bordereaux de reçus d'artables de blé qui sont distribués à des barbares, c'est le terme qui est employé, des barbares qui ne sont pas des blémis à proprement parler, mais d'autres nomades du sud du désert, non encore intégrés, semble-t-il, à ce que l'on entend sous le nom de blé. Ces ostracas montrent qu'à cette date, les relations de l'armée avec les nomades sont pacifiques, puisqu'on leur fournit des rations de blé en quantité importante. En effet, la somme des reçus donne un total de 5820 litres de blé, ce qui est évidemment une part seulement des distributions qui ont été faites cette année-là, puisque nous n'avons certainement pas trouvé tous les ostracas correspondant à ces distributions. Ces barbares sont d'ailleurs représentés par leur poterie modelée que nous trouvons dans les derniers niveaux d'effort et qui sont relativement fréquentes à partir de cette période. Quoi qu'il en soit du sens de ces distributions, est-ce qu'il s'agit d'achats de services ou s'il s'agit d'un jeu diplomatique entre différentes ethnies, la date est très proche de celle des troubles majeurs qui seront causés par l'invasion de l'Égypte par les Palmyréniens en 270
et par la prise de Coptos vers 279-280 par les Blémies. On sait que Probus les en a expulsés, mais pas pour longtemps, puisque en septembre 296, Dioclétien a dû reprendre Coptos. Étant donné la proximité des dates, se pose la question des conditions de l'abandon des forts. Est-ce une décision de l'administration impériale qui a retiré les troupes pour les employer ailleurs, ou bien les garnisons ont-elles fui devant l'arrivée des Blémies? Nous n'avons pas trouvé de traces de siège ou de combat, ni de départ précipité. Mais c'est une problématique ouverte, car durant ce quart de siècle, qui va donc des années 265-270 jusque vers la fin du IIIe siècle, en tout cas jusqu'à la reprise en main de ce secteur en 296, pendant cette période, une bonne part du désert oriental, et notamment Phoïnikon, sont restés aux mains des Blémies. Nous en avons une attestation par Olympiodore de Thèbes qui dit que Phoïnikon est aux mains des Blémies, et je vous renvoie au passage d'Olympiodore qui est conservé dans la bibliothèque de Photius en 30, paragraphe 62. Les forts de la route de Bérénice sont donc tous abandonnés à cette période-là et ne seront jamais réoccupés par l'armée, même après le rétablissement de la situation sous la Tétarchie. Dioclétien engage effectivement une politique de pacification du désert qui sera concrétisée en 309-311 par la construction du fort d'Abouchar, qui est situé près de Safaga et qui pouvait servir à 200 hommes environ, selon Steve Sidebottom qui l'a fouillé. On voit donc qu'on n'est pas du tout à la même échelle que les fortins que nous avons fouillés nous-mêmes, puisqu'on estime que les garnisons qui gardaient les fortins durant le Haut-Empire tournent autour d'une vingtaine ou au maximum une trentaine de soldats, mais plutôt une vingtaine ou 15 à 20, alors que là, nous avons affaire à une garnison beaucoup plus importante de plusieurs centaines d'hommes. Ce fort, qui est donc situé au nord de Myosormos, ici où je vous l'ai entouré de rouge, a été utilisé par l'armée de 309-311 après Jésus-Christ, date de sa fondation, jusque vers la fin du IVe siècle ou le début du Ve siècle. La fondation de ce point d'appui sur la côte au détriment des routes terrestres montre la nécessité de reprendre en main la région et son commerce. Les Blémies, voici une vue de ce fort qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus vaste et comprend beaucoup plus de casernements, notamment des casernements centraux, que sur les petits forts des routes de Myosormos et de Bérénice. Et donc, dans la construction est liée certainement à la nécessité de sécuriser le commerce, car les Blémies avaient dû se rendre coupables d'actes de piraterie sur les navires. Ah bon, quand même, on éteint les lumières, qu'on me laisse finir, même si j'ai légèrement dépassé mon temps, avaient dû se rendre coupables d'actes de piraterie sur des navires de commerce, et donc il avait fallu sécuriser la côte. On voit donc que cette reprise de contrôle de la route ne se produit pas, et que c'est au contraire la voie maritime qui est alors privilégiée. C'est ces questions qu'il s'agira d'étudier l'année prochaine. Et pour conclure cette première série de cours sur les recherches que nous menons dans le désert oriental, je dirais que les fouilles des forts jalonnant les routes empruntées par le commerce érythréen n'ont pas apporté de témoignages directement utilisables à sa connaissance, mais elles ont permis de préciser les phases du contrôle de ces itinéraires et d'expliquer quel intérêt le pouvoir impérial trouvait dans leur équipement et dans leur surveillance. Nous avons vu qu'il faut séparer l'étude des deux économies, parfois confondues dans les travaux céramologiques et papyrologiques. D'une part, une économie du grand commerce qui mettait en jeu des capitaux énormes
comme le montre la cargaison listée dans le papyrus de Misiris, dont la valeur après impôt se monte à près de 7 millions de sesterces, soit le prix d'une ou deux belles propriétés agricoles en Italie, et qu'il faut donc distinguer de l'économie du désert lui-même, de l'acheminement indispensable des vivres, du vin et de toutes les aménités de la vie sur de longues distances jusqu'au port et au fort des deux routes. On est paradoxalement mieux renseigné sur cette petite économie que sur le grand commerce, car ces comptes ont été réalisés sur des ostracas qui nous sont conservés, alors que ceux qui traitaient du grand commerce étaient sur papyrus qui ont fini à Alexandrie, où ils ont pourri, et pas aussi parce que les quelques 28 000 amphores que j'ai comptés dans les forts donnent une image statistiquement fiable des livraisons de vin. Ce grand commerce, nous savons qu'il passait sur nos pistes. Parfois, nous trouvons un petit indice, comme un grain de riz, trouvé à Didymoy, que Charlène Bouchot vous a rappelé d'après les déterminations de Margaret Attenberg, ou alors cette monnaie indienne que je vous montre pour finir, monnaie indienne du IIe siècle qui a été découverte dans le fort de Dios. Mais pour en saisir des vestiges plus évidents, il faudra poursuivre l'enquête en examinant les infrastructures et le matériel archéologique des ports de la mer Rouge, c'est-à-dire Clysma, Myosormos, Bérénice, Adulis, et de la porte du désert qui est Coptos. Et l'année prochaine, je consacrerai donc plusieurs séances à ceci, et je vous présenterai aussi une étude plus détaillée du fort de Xéron sur lequel j'aurai travaillé entre-temps. Merci.